Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Tout sur tout. Aujourd'hui, on reçoit M. Mathieu Brisson, qui est intervenant, informateur en prévention du suicide, région 02. Bonjour M. Brisson. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Oui. Avant de commencer toute votre histoire que vous avez à nous parler, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le tour, un petit peu de l'historique de votre travail, de votre parcours, arrivée, ouais. de votre parcours, oui, avant votre travail, tout ça. Est-ce que vous êtes un intervenant social, si je ne me trompe pas? Tout à fait, exactement. Moi, j'ai étudié en 2000. J'ai fini mes études en travail social en 2000. OK. Puis, durant mes études, je voulais m'impliquer socialement, tout ça. Fait que je suis devenu bénévole au Centre de prévention du suicide. Puis, de cette façon-là, j'ai cheminé. J'ai monté des escaliers comme tout le monde un peu. Puis, on m'a proposé quelque chose, un projet dans ce temps-là. Puis, c'est de cette façon-là qu'à travers l'intervention téléphonique, sur le projet sur lequel j'avais été engagé, c'est que je suis devenu un employé par la fin même aussi. Ça fait que là, vous vous retrouvez depuis 8 ans au Centre de prévention du suicide. Ouais, exactement. Tout le monde connaît un peu l'intervention de ce que vous pouvez faire. J'aimerais que vous me parliez un petit peu plus en détail de nous dire c'est quoi, qu'est-ce que vous offrez comme service? Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau-là? Ça comprend quoi? La question est bonne parce que c'est drôle, hein? Parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je réalise que les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Les gens connaissent notre ligne d'intervention téléphonique. Oui, c'est une ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et qui peut appeler? Bon, il y a les gens qui sont suicidaires, bien entendu. Il y a les gens qui, souvent, n'appellent pas. Puis je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui, les gens endeuillés par suicide. Okay. Ceux qui ont vécu un suicide. Okay. Puis ça, je trouve important d'en parler, pas parce que les suicidaires ne sont pas importants, les personnes suicidaires. Parce que souvent, ceux qui restent après demeurent avec plein de questions, qui n'auront jamais les réponses aussi. Puis on aide cette clientèle-là en soi, autant individuellement qu'au niveau du groupe, la famille, on les va les recevoir. Autrement dit, c'est un support moral, c'est de l'information, c'est de l'orientation, j'imagine. Vous offrez des services. C'est quoi le service en tant que tel? Pour les personnes endeuillées par suicide ou... Pour tout ce que les personnes suicidaires, c'est sûr que c'est tout le suivi individuel. Au niveau du processus suicidaire, tout ça. Fait qu'individuellement, on va travailler sur les raisons du désespoir de la personne, sur la souffrance. Les personnes endeuillées par suicide, c'est tout le deuil, les diverses étapes du deuil qui vont avancer avec le temps avec nous autres aussi. Puis comme j'ai dit tantôt, autant individuellement que dans le groupe aussi, on peut recevoir la famille au complet. Fait que les diverses phases du deuil, ils vont les franchir avec nous autres. Puis il y a un autre type de personnes qui peuvent appeler aussi, c'est ce que j'appelle les tierces personnes. Les tierces personnes, dans le fond, c'est les gens comme monsieur, madame, tout le monde, qui ont quelqu'un dans leur environnement qui n'est pas nécessairement suicidaire, mais qui ne va pas bien. Mais je fais quoi dans ce cas-là? Fait qu'ils peuvent nous appeler pour dire, écoutez, moi, j'ai quelqu'un dans mon environnement qui ne va pas bien. Je m'inquiète pour lui, mais je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider à ce que je l'aide, moi? Fait que c'est ces trois types de clientèle-là, si on peut dire ça comme ça. Autrement dit, votre cheval de bataille, c'est la prévention. La prévention du suicide, votre organisation le dit bien, la prévention du suicide. Ça veut dire que votre prévention, vous la faites dans les médias, j'imagine, comme aujourd'hui, à la télévision. C'est extrêmement important pour vous d'en parler. Et qu'est-ce que vous auriez à dire? Certainement que vous adressez à toute la clientèle, des personnes qui les connaissent, qui les côtoient ou qui doutent un peu. Mais les personnes en tant que telles, est-ce que l'intervention majeure, j'imagine, devrait peut-être se faire, je ne sais pas, vous allez me corriger si c'est ça, une intervention directement aux gens qui peut-être ont des idées suicidaires. Puis il y en a plusieurs qui ne veulent pas l'avouer, j'imagine. C'est quoi exactement qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens, mettons à la maison, là, qui fait le mauvais coton, qui ont des mauvaises expériences? J'imagine qu'il y a toutes sortes de raisons, le travail, l'amour, ainsi de suite, là, tout ce qui peut arriver comme problème là, dans une vie. Ce que je leur dirais tout simplement, là, c'est que souvent, on n'osera pas demander de l'aide, qu'on soit un homme ou une femme, parce que souvent, on va avoir peur de l'image qu'on va projeter, qu'est-ce que les autres vont dire, tout ça. Pour travailler depuis 8 ans, puis c'est pas plus par rapport à l'intervention auprès des gens suicidaires, je dirais de toujours demander de l'aide. Demander de l'aide, là, c'est important de ne pas rester tout seul avec la souffrance parce que c'est là que le danger arrive, quand on est tout seul avec la souffrance. Ça prend des mesures incroyables. Les proportions, pas des mesures, mais des proportions très, très longues. Fait que ce que je leur disais, moi, c'est que s'il n'y a personne dans votre environnement personnel, un ami à qui on a confiance, qu'on sait qu'ils ne nous jugeront pas, s'il n'y a vraiment personne, il y a des ressources. Il y a le Centre de prévention du suicide. On parlait tous les deux tantôt du 8 à 1. Moi, l'idée en soi, c'est que les gens appellent quand ils ont un problème. OK. Autrement dit, quand ça fait mal en dedans, il y a sûrement des gens qui ne sont pas capables de... parce que souvent, on ne fait pas un autodiagnostic. Je suis peut-être quelqu'un qui est suicidaire. Il y a sûrement des gens qui se font surprendre
par des malaises de la vie ou c'est la première fois que ces gens-là peuvent souffrir? Parce qu'on parle aussi de dépression, parler de dépression aussi, puis de toutes sortes de raisons qui peuvent amener ces gens-là à penser à ça. J'entends, dans le fond, c'est C'est quoi les cloches que les gens devraient se dire, bon, mais gars, il faudrait que je fasse attention, il faudrait peut-être que je prenne un peu d'informations. Qu'est-ce que les gens qui sont en souffrance peuvent se dire pour dire, bon, ben gars, on devrait appeler, là, on est rendu à un certain point. En soi, il faut être à l'écoute de ce qu'on ressent à l'intérieur. Quand on ne se sent pas bien, au lieu d'attendre d'être rendu trop loin, trop dans la souffrance, moi, je pense qu'individuellement, on devrait avoir un réflexe d'être à l'écoute de soi puis de demander de l'aide avant qu'il arrive trop tard. D'en parler. D'en parler. Juste d'être à l'écoute envers soi-même, dire, moi, je me sens pas bien, ça me ressemble pas. D'en parler à un ami. S'il n'y a personne autour, encore une fois, il y a des ressources d'aide, comme j'ai dit tantôt. Mais il y a aussi l'environnement social. Ça, c'est quelque chose, on a un slogan depuis 4 ans. Le suicide n'est pas une option, c'est important pour nous. Socialement, on a une certaine responsabilité. Je parlais avec quelqu'un ce midi, puis aussitôt qu'il y a un accident sur la route, il y a un problème physique, les gens vont interpeller pour dire « je peux-tu m'être utile, je peux-tu faire quelque chose ». Mais quand ça concerne la santé mentale, on dirait « on ne veut pas se mêler des affaires des autres, si jamais je rempire la situation ». Mais minimalement, les gens me disent toujours « ouais, mais moi, je n'ai pas étudié en ça ». J'ai pour mon dire qu'au bout de la ligne, on peut toujours minimalement aider quelqu'un. Okay. C'est quoi que ça ressemble à une personne qui ne va pas bien? Sur quoi on peut se baser pour aider quelqu'un? La souffrance, ça peut être, ou la dépression. Oui. Mais quelqu'un qui ne va pas bien, ça peut être tout simplement des signes émotifs. J'ai moins d'entrain à ce temps-ci. C'est de ça que je veux que les gens regardent autour. Autrement dit, je sais qu'anciennement, les gens étaient plus gênés, étaient plus craintifs de parler justement de dépression, de burn-out, de tout ça. Appelons-le comme on veut. La clé de tout ça pour s'en sortir, c'est d'abord d'en parler, j'imagine, à des personnes de confiance. C'est sûr que même si on ne pense pas au suicide ou qu'on n'est pas rendu à ce point-là, il faut en parler aussi. Déjà là, de souffrir, puis d'attendre chez nous, puis de ne pas le dire à personne. Souvent, c'est des gens qu'on côtoie, j'imagine, puis c'est pas écrit dans la face. Hein? Souvent, ça va prendre une ouverture de la personne ou de déceler un petit quelque chose. Là, comment les gens de l'entourage de ces gens-là pourraient peut-être intervenir ou de quelle manière pensez-vous qu'ils comme je l'ai dit tantôt, pourraient apporter de l'aide? C'est pas tout le monde qui a les qualifications pour faire de l'intervention. Ça, j'en suis entièrement d'accord aussi. Mais minimalement, ça serait juste d'être observateur, vigilant autour de nous autres, notre famille, nos amis. Puis comme j'ai dit tantôt, un signe, c'est juste que ça ne représente pas. Mettons, moi, je sais pas, mon ami, depuis un bout de temps, il est négatif, il ne file pas, il décline les invitations que je lui fais. Ça en est des signes. C'est des indices, oui. Aller le voir, lui parler, lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Si je ne suis pas à l'aise, là, si je suis pas à l'aise, justement, d'aller au-delà de juste de le regarder et de découvrir des choses, c'est d'appeler à des ressources ou d'en parler à quelqu'un de notre environnement pour dire, regarde, il me semble que Mathieu, il ne file pas, il me semble que ce n'est pas dans ses habitudes. C'est ça que je dirais aux gens. De ne pas gêner, d'appeler, de s'informer des gens qui nous inquiètent. Puis Minimalement, moi, je me dis que si, parce que les gens disent ça encore une fois, je ne suis pas sûr, j'ai peur de rempirer la situation. Minimalement, c'est de devoir faire l'autruche. Dire, j'ai remarqué quelque chose, ça ne le ressemble pas. Il n'y a même pas question de suicide à ce moment-là. Mais je ne fais rien parce que souvent, c'est d'appeler pour dire, regarde, j'ai quelqu'un dans mon environnement. Mais quand les gens, justement, sont en doute, peut-être de téléphoner. Et voilà, moi, c'est ce que j'invite les gens à faire. Puis je pense qu'on devrait dire le numéro de téléphone qui est tout à fait. 1-866-867-3553. Ça, c'est un bureau qui est régional, j'imagine? Oui. C'est situé à Chicoutimi? C'est situé à Chicoutimi, mais ça en pensant, partout où on est au Québec, qu'on soit à Montréal, Chicoutimi, à Dolbeau-Mistassini, partout, ça va toujours sonner au Centre de prévention du suicide local. Fait que si je suis à Montréal, c'est le même numéro-là, ça va être le Suicide Action Montréal qui va nous répondre. Fait que Québec, même chose aussi. Fait que peu importe ce qu'on est, c'est un numéro de téléphone, c'est une ligne qui est provinciale. OK, ça veut dire que c'est plus facile à retenir. Ouais. Si jamais il y a un téléphone, on retient seulement ce numéro-là, peu importe où on est au Québec. Exactement. Puis on a toujours une réponse. Il y a des gens qui sont formés. Comment ça fonctionne pour ceux qui répondent au téléphone, c'est des bénévoles, mais qui ont été formés avant tout. Moi, j'appelle ça des intervenants bénévoles qui reçoivent une formation de 3 jours. Et à ce moment-là, ils vont voir de A à Z toute l'intervention. Puis il n'y a pas de jugement qui est porté, j'imagine, là-bas. C'est la règle de base aussi. Je me dis, si on juge les gens vont raccrocher. Ça veut dire que si on est gêné, qu'on souffre ou qu'il y a une personne, il n'y a pas aucun jugement qui est porté, puis il n'y a pas d'intervention qui est faite. Je veux dire,
aussitôt qu'on a appelé, il n'y a pas des personnes qui vont se rendre chez vous, puis ça va débarquer. Non. Non. Il y a la discrétion, j'imagine, puis la personne est la écoutée, confidentialité. Puis la personne peut parler un peu de ses problèmes, puis elle va trouver de l'écoute. C'est sûr. Elle va trouver un soulagement. Ah, c'est sûr. Puis notre Absolument. ligne, ce qui nous différencie des autres lignes aussi, on est une ligne qui est directe. Ce que j'entends par là, c'est que ça sonne, puis il y a une personne qui nous répond tout de suite. C'est confidentiel, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis tu sais, non, il n'y a pas de jugement. Okay. C'est ça qui est important aussi. Avez-vous des chiffres à me donner au Québec par rapport au taux de suicide? J'ai pas de chiffres particuliers, progression, mais ce que je peux dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que depuis plusieurs années, que ce soit même au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec, le taux de suicide a diminué. Dans notre région, le taux de suicide est diminué. On parle environ en moyenne de 40 suicides. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et de 1000 environ au Québec. Mais c'est toujours trop. Une personne est déjà de trop. Oui, justement. Ça veut dire que si on s'en va dans le bon sens, c'est pas une raison de se croiser les bras. Ça veut dire que les gens devraient être attentifs de plus en plus, puis d'essayer de regarder qu'est-ce qui ne file pas. Il y a des périodes de l'année, j'imagine, le mois de janvier, février. Il y a des périodes, sans dire qu'il y a plus de personnes qui appellent à temps à Noël, tout ça. C'est sûr qu'il y a des périodes. Le début de l'hiver, c'est toujours... Puis même l'hiver même, ceux qui font moins de sport, sortent pas de la maison. C'est sûr que c'est des périodes plus où les gens sont plus vulnérables. Mais encore là, il n'y a pas plus de suicides. C'est tellement ponctuel, tellement situationnel, un suicide. Ouais. Hein, c'est sûr que ça ne veut rien dire. Les gens peuvent avoir un bon emploi, avoir des enfants, être mariés, que tout fonctionne bien, puis ça peut arriver quand même aussi. Puis ce qu'on dit là, c'est ça qui est important, parce que beaucoup de gens vont porter des jugements sur ce qu'on peut voir. Mais quand on s'intéresse honnêtement à quelqu'un, puis qu'on découvre ce qui se cache derrière le comportement de vouloir se suicider, derrière la souffrance, c'est là qu'on réalise qu'il y a plein de choses. C'est ça qu'on dit quand chacun réagit d'une façon différente. C'est ça qu'on va découvrir. Ça veut dire qu'on oublie tout ce qui entoure la personne, ses vêtements, son travail. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde la personne en tant que telle, j'imagine, puis c'est avec ça pour avoir on questionne la souffrance. Parce que souvent, on calcule la souffrance avec le portefeuille. C'est des gens défavorisés, mais ça ne veut rien dire. Là. En réalité, tu peux être une personne qui a moins d'argent, qui est moins nanti que d'autres, mais en fin du compte, ça va très bien. Par contre, il y a des gens qui devraient être extrêmement heureux, mais qui ne filent pas bien. Mais c'est pas, il n'y a pas de relation avec ça. Là. Non, autant l'un que l'autre peuvent penser au suicide. Dans l'écoute que vous faites, j'imagine que vous faites de l'écoute aussi. De l'intervention téléphonique. Oui, c'est ça. Le plus fréquent de ce qui arrive, c'est quoi? Je veux dire, les gens vous appellent, c'est des gens qui sont la grande majorité des appelants. Parlez-nous un peu de c'est des gens qui sont volontaires et qui veulent être aidés. Okay. Au début vraiment du processus, ce que depuis quelques jours, depuis quelques temps, je pense au suicide, je me vois, j'ai des idéations, tout ça, puis ça m'inquiète, ça m'interpelle et j'ai besoin d'aide. Fait que les gens, la plupart des appels, c'est ces types de personnes-là qu'on a. Puis vous avez un cheminement avec eux autres. Ça fait. Puis c'est des gens qui s'en sortent. C'est des gens qui vont bien. Ça veut dire que les gens qui souffrent à la maison, qui sont seuls avec le problème, téléphonent puis peuvent penser qu'ils peuvent s'en sortir. Je pense que c'est un peu ce que vous voulez publiciser. Via l'écoute. C'est qu'il y a vraiment de l'espoir parmi l'écoute, parce qu'on sait que c'est un problème humain. Puis dans l'entraide, je sais qu'il y a des choses qui se règlent beaucoup avec comme on dirait, avec l'amour, avec l'entraide. Mais j'aime le mot entraide. Entraide, parce que comme je disais tantôt, on ne veut pas se mêler des affaires des autres, mais au contraire. Puis quand je parle de dialogue avec nos proches, je disais qu'on s'inquiète. C'est important, ça. Ça se rattache aux vraies valeurs. Oui. Ça veut dire que quand il y a un manque, il y a des gens seuls. J'imagine que ça arrive ça peut être des gens qui sont seuls aussi. Même s'il n'y a pas l'idée du suicide, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce que vous ne faites pas d'écoute? J'imagine, vous, c'est spécifié c'est sûr que mais si la personne ne file pas bien, elle n'est pas suicidaire, mais a besoin d'aide ou d'écoute, est-ce que ça peut être une porte de sortie que d'appeler à ce numéro de téléphone? Oui. Moi, j'ai pour mon dire qu'au-delà, que ce soit le 811, telle aide, le Centre de prévention du suicide, oui, on est spécifique à la prévention du suicide et à l'intervention auprès des gens suicidaires. Mais peu importe,
Si c'est le 811, la personne, elle a le 811 devant elle. Elle va pas bien. Appelle. De toute manière, on travaille tous ensemble d'une manière ou d'une autre. Puis l'important, c'est la souffrance de la personne puis qu'elle reste pas tout seul. C'est ça qui est important. C'est pas clair et net. À l'arrivée du téléphone, vous répondez, ça sort pas clair et net. Il n'y a pas une phrase qui dit voilà. Je file pas, je pense me suicider. J'imagine que c'est jamais clair comme ça. Là. Ça arrive, mais c'est très, très rarement. En tout cas. Les gens vont plutôt exprimer qu'ils vont pas bien, puis au-delà du suicide. Puis c'est ça l'intervention auprès des gens suicidaires, c'est qu'au-delà du suicide, qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien aujourd'hui? Oui. C'est ça qu'on va travailler. Ça veut dire que les gens qui souffrent n'ont pas à endurer ça encore. Mais non. Ça, c'est un moyen. En plus, ça ne coûte rien, j'imagine. Absolument rien. C'est des services. Gratuit. Les gens chez nous attendent que le téléphone sonne. Okay. Avez-vous besoin de bénévoles aussi? On est constamment en recrutement au niveau des bénévoles. C'est sûr que pour l'avoir été dans ce domaine-là en tant que bénévole avant tout, c'est sûr que c'est très intéressant. Puis qu'est-ce que ça implique comme bénévolat? C'est sûr que c'est la ligne d'intervention, il y a une formation qui est donnée. Okay. C'est sûr que pour les gens du Lac-Saint-Jean, on est situé à Chicoutimi. Okay. Mais il y en a des gens de Roberval, de Lebeau qui viennent et qui se déplacent parce que c'est un bénévolat qui est très enrichissant. Puis surtout, il y a une reconnaissance. Là, on sauve des vies. Là. Puis au niveau du financement, vous êtes financé par le gouvernement. C'est un organisme qui est financé comment? On a une subvention qui est de l'agence de base, mais on a un agent de recherche qui fait constamment des demandes de subvention parce que c'est pas assez. Là, ça prend les équipements, c'est ça. Téléphoniques, les locaux, les lieux physiques. Exactement. Tous les outils promotionnels, notre ligne d'intervention téléphonique, il faut les payer. Fait que juste votre déplacement, ça coûte le gaz, ça coûte souvent les couchers et les repas. Ouais. Puis ça, c'est toujours dans un but d'avoir plus de prévention. C'est d'être le plus... Vous êtes en tournée, vous faites le tour présentement des médias du coin cette semaine, de la MRC. Exactement. La semaine prochaine, c'est le 25e semaine de prévention du suicide, nationale de prévention du suicide. Okay. Ça se passe au Québec au complet. Et à ce moment-là, durant cette semaine, c'est ça, dans les divers médias, que ce soit journal, télévision, radio. Fait qu'on parle un peu de ce qu'on parle aujourd'hui. Autrement dit, c'est un organisme qui a été fondé il y a 25 ans, bientôt. Ouais. Plus que 25 ans. OK, parce qu'on parle du 25e anniversaire de votre bureau. De la semaine de prévention du suicide, et non 25 ans du Centre de prévention du suicide. Le Centre de prévention du suicide existe depuis combien de temps? Je pense qu'on est rendu à 27 ans, je pense. Ah, c'est bon. Je pense. Au moins 25 ans, ça, au moins. On l'a déjà fêté notre 25e, ça. C'est au moins 27 ans. On est régional, on est quand même une bonne réputation au niveau de la province du Québec, très innovateur, tout ça aussi. Puis on a même un point de service depuis 3 ans. C'est peut-être pas tout le monde qui le sait. On a un point de service à Roberval. Fait qu'on les gens nous disent souvent du lac. Alors, vous n'êtes pas trop souvent là, mais on a un point de service maintenant. Un point de service qui est aussi une place pour l'écoute, c'est quoi? Oh, il y a une intervention qui se fait. On reçoit tant par le téléphone qu'en face à face, les gens peuvent aussi appeler et être vus en individuel aussi. Si les gens cherchent du matériel, est-ce que vous avez un site Internet? Tout à fait. Le www, toute l'information, dans le fond, tout ce qu'on donne aujourd'hui comme information, les statistiques, la prévention du suicide, même on parlait de financement, tout ça, on a un site extraordinaire, le www.cps02.org. Fait que les numéros de téléphone, les demandes d'aide, les ressources sont toutes là. C'est vraiment un beau site Internet, tout ça aussi. Okay. Si on veut s'impliquer, quoi que ce soit, on invite les gens. Au niveau des feuillets, est-ce que vous distribuez des feuillets? Tous les dépliants, il y a moyen de commander. Les CLSC, les hôpitaux, les endroits publics. On essaie le plus possible de distribuer ces dépliants-là aussi. Pour être sûr d'avoir une visibilité, pour que les gens n'oublient pas qu'il y a un service en cas de problème. Toujours le 1-866-277-3553 pour la région. Vos objectifs, est-ce que vous avez des objectifs de fixer pour les prochaines années, améliorer le système, avoir toujours une meilleure prévention, diminuer le taux de suicide, bien entendu? C'est sûr que notre mission, c'est de faire en sorte que la population puisse s'impliquer dans la prévention du suicide, c'est de ça. Okay. Puis d'ailleurs, la semaine de prévention du suicide est dans ce cadre-là. Okay. Si je peux profiter de l'occasion en même temps, oui, absolument. Il y a une programmation de la semaine prochaine d'activités que les gens peuvent s'impliquer. Ils peuvent surtout adhérer. Si on regarde, on parlait des personnes endeuillées par suicide. Je suis convaincu que beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous écoutent actuellement ont peut-être été touchés par le suicide. On a un brunch qui est dimanche, le 1er février. C'est à Alma que ça se passe. Okay. Un brunch, l'heure du dîner, dans le fond, de 11h à 2h. On a une conférencière qui va venir parler, justement. Comment est-ce que ça se vit? Qu'est-ce qui sont les ressources? Quels sont les moyens qu'on peut prendre pour
alléger cette souffrance-là, qu'elle existe, c'est quoi les ressources. Fait que dans le fond, c'est un dîner, conférence aussi. Fait que c'est une Madame Karen Larocque, qui est psychologue avant tout, conférencière, qui amène ça d'une couleur non dramatique, non où les gens sont des victimes, au contraire, où il y a de l'espoir, puis surtout, quelles sont les ressources. C'est-à-dire c'est un endroit pour prendre l'information, un endroit pour fraterniser. Oui, ou tout simplement prendre soin de soi aussi, parce que dans le fond, après la conférence, il y a des intervenants qui vont être sur place. Fait que ceux qui ont besoin d'une petite touche particulière vont pouvoir recevoir des services sur place aussi. C'est une activité annuelle? Oui. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, donc on décolle notre semaine toujours le dimanche, le premier dimanche, toujours avec cette activité-là, du brunch. Dans le fond, quand je le répète, dimanche, le 1er février, au Coq-Rôti d'Alma. Et j'ai une autre invitation à faire aussi à la population. Mardi, le 3 février et lundi, le 2 février, précisément le lundi, le 2 février, à l'hôtel Château Roberval. On a une conférence grand public. Les émotions, ennemis ou alliés. Oh, les émotions. Hein? On en vit à tous les jours les émotions. Est bonne. Est-ce que c'est un ennemi ou ça peut être un allié? Fait que durant la conférence, encore une fois, de façon interactive aussi, on va aller interagir avec les gens, mais surtout se questionner. Est-ce que souvent ça peut être vu comme un ennemi aussi, hein, les émotions? Ah, les gens sont trop sensibles. Si on parle de prévention du suicide, de suicide même, les émotions peuvent nous amener à des niveaux de souffrance assez extrêmes aussi. Hein? Fait que c'est pour ça qu'il faut démêler tout ça, mais ça peut être un allié aussi, les émotions. Bien, c'est un avertissement, j'imagine. Quand ça fait mal, c'est les émotions qui font mal. C'est un avertissement qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien quelque part. Là. Et voilà. Si c'est un, on va dire comme on dit, c'est un mauvais commentaire de quelqu'un, ça fait mal, ça peut faire mal, mais ça peut faire trop mal aussi. Hein? Tout à fait. Il y a des choses... Il faut être à l'écoute de ces émotions-là. Puis si vous avez il y a des intervenants, j'imagine, là, des psychologues ou qui collaborent avec vous, j'imagine. Est-ce qu'ils apportent des conseils aux gens pour dire, ben gars, il y a des gens peut-être qui me parlaient d'émotions, il y a des gens qui sont peut-être un peu emportés par ces émotions. Est-ce qu'il y a des conseils qui peuvent être donnés dans des conférences comme ça ou si bien, c'est sûr que le contenu, si je peux me permettre de lire, pourquoi avons-nous des émotions? Comment leur laisser de la place sans être envahis? Comment peuvent-elles devenir un guide essentiel dans notre vie? C'est des choses sur lesquelles on va aborder durant cette soirée-là. Ça peut être d'aller chercher des armes, d'aller chercher des outils pour être capable de mieux fonctionner, peut-être. Tout à fait, exactement. C'est sûr que c'est des outils que j'invite les gens à venir chercher, pour personnellement, puis pour les autres aussi. Que ça fasse un peu moins mal, pour être capable de passer au travers. Mais les émotions, hein, c'est... Encore une fois, hein, c'est d'en parler à des personnes à qui on a confiance. Souvent, on va les accumuler, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme un peu un effet presto. Hein? On les accumule, puis on les accumule, puis à un moment donné, on éclate. Mais c'est ça. À fur et à mesure d'en parler à des gens à qui on veut en faire confiance. Il ne faut pas attendre que le presto saute. Hein? Et voilà. Puis, il ne faut même pas attendre que le presto atteigne, c'est même le minimum, je ne vais même pas m'en dire. Le plus possible, là, autrement dit... ne pas accumuler. Plus on intervient ou qu'on questionne ou qu'on parle, que ça peut dédramatiser les choses, ça peut soulager les personnes. Je parlais tout à l'heure que justement, une des parties importantes, c'était peut-être de ne pas se gêner, de ne pas penser qu'on ne connaît rien, d'intervenir. On ne parle pas de devenir un spécialiste. On parle de poser des questions, d'être à l'écoute de la personne, s'il y a une cloche qui nous sonne puis qu'on n'a pas de réponse ou qu'on est embêté et qu'on ne sait plus quoi faire, il y a toujours de vous appeler vous autres. Tout à fait, exactement. Puis même aussi, si quelqu'un nous en parle, on peut certainement lui conseiller de vous appeler. Bien, oui, exactement. Mais si une personne est vraiment renfermée, quelqu'un est peut-être pris par son problème, à ce moment-là, il y a d'autres moyens qu'on pourrait prendre pour dire, bien, moi, je pense que ça va vraiment pas bien pour cette personne-là. OK. De quelle manière on devrait intervenir pour aider cette personne? Encore là, si je comprends bien ce que vous me demandez, je suis devant quelqu'un qui se referme sur elle-même, je ne sais pas quoi faire avec pour l'aider. Oui, oui. Mais ce que je répète encore une fois, c'est de nous appeler. Toujours au téléphone. Et les gens qui vont vous répondre à ce moment-là vont poser 20 000 questions, justement, dans le but d'aider cette personne-là que vous n'êtes pas en mesure d'aider. Fait qu'on va prévoir un plan d'action, un plan d'intervention ensemble pour aller aider cette personne-là pour qui on s'inquiète. Autrement dit, il y a beaucoup d'espoir. Ben, moi, je pense qu'il y en aura toujours de l'espoir. Un organisme d'espoir. Ouais. Vous êtes à l'écoute des gens, vous êtes là pour aider les gens. Puis, il y a beaucoup d'espoir. Puis, je pense que c'est demi. Notre société est de plus en plus généraliste et de plus en plus, comment on dirait ça, là, plus portée sur le
sur la consommation de matériel, oui. C'est ça. C'est pour ça que je trouve qu'on fait marche arrière de plus en plus dans le sens qu'on revient aux valeurs traditionnelles. Je pense que... L'entraide de plus en plus. Puis c'est de ça que je parlais tantôt, d'être solidaire, l'entraide, d'aider son prochain. Puis je dis pas d'aller se promener dans le centre d'achat, d'aller de tout le monde, là. Si tout le monde prend soin de sa famille, de ses proches, imaginez le monde qu'ils vont être aidés. On est déjà juste d'y penser et de le dire en ondes, c'est déjà, moi je trouve ça extraordinaire. Oui. Le but est de ça. Des fois, on fait notre petite affaire, on mène notre chemin, on travaille, puis on s'aperçoit qu'on n'est pas assez douette, puis on ne s'est pas occupé de grand-chose. Là. À un moment donné, tu dis, ben gars, si on regardait un petit peu plus à l'entour de nous autres, puis qu'on avait les... Mais en même temps, j'entends réfléchir les gens qui nous écoutent, là, qui me disent, oui, mais ça prend du temps, ça. On est pressé, puis on est... C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est plus important que nos proches? Qu'est-ce qui est plus important que nos proches? Pas grand-chose, je me le demande aussi. Parce qu'en même temps, souvent, puis je fais toujours référence un peu à cet exemple-là, on rencontre quelqu'un, puis on prend même pas le temps d'arrêter, mais on demande toujours la fameuse question, « Hey, ça va? » Oui. Mais on continue notre route. On n'écoute pas la réponse. Hein? Oui. On dirait que par automatisme, on demande à chacun, c'est comme une manière d'être poli, mais en soi, la réponse. Monsieur Brisson, je trouve extrêmement intéressant. Ça fin, hein? Oui. Je trouve ça extrêmement intéressant de vous écouter aujourd'hui, puis j'espère qu'il y a des personnes qui ne se gêneront pas s'il y a de la souffrance intérieure, qui s'ouvrent un peu, puis qui téléphonent à votre numéro. Je vais le répéter, quand même extrêmement important. Le 1-866, la misère, 1-866-277-3553. On peut avoir une belle écoute. En tout temps. On espère que le message a été passé, puis on espère qu'il y aura de moins en moins de suicides et de plus en plus d'entraide entre les gens pour la prévenir. Pour le prévenir. Juste, au-delà du suicide, il y a de la souffrance. OK. Et ce que je dirais aux gens qui nous écoutent, c'est qu'au-delà de la souffrance, la demandade est super importante. Que ce soit n'importe quelle ressource, que ce soit personnelle ou professionnelle, restez pas tout seul avec la souffrance. Alors, le message est passé. Merci. Bonne fin de semaine. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.